Shalom à tous. Imaginez que nous soyons en été et qu'il fasse vraiment chaud, vraiment chaud. On va dire au-delà de 30 degrés. Et imaginez qu'à l'intérieur de votre maison, naturellement, il fasse pas plus de 20 degrés, autour de 20 degrés. Vous allez vous sentir très frais à la maison, très frais. Il est même probable que vous alliez mettre une veste ou un gilet. Imaginez que nous soyons en hiver, qu'il fasse à l'extérieur vraiment très froid, avec une humidité, un ressenti encore très important, bien plus important, un vent frais, et que la température soit négative, et que dans votre maison, il fasse une vingtaine de degrés. Vous allez vous sentir vraiment au chaud chez vous, vous allez vous sentir bien. Pourtant, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, la température reste 20 degrés. Le thermomètre qui la mesure, ce qui donne la mesure, donne la même mesure. Pourtant, d'un côté, vous vous sentez au frais, d'un autre côté, vous vous sentez au chaud. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le rapport à l'extériorité et le rapport que l'on a avec des choses qui sont plus proches de nous, qui n'est pas encore l'intériorité, c'est l'intériorité de la maison. Et entre ces deux, on oscille tous. On va tous entre extériorité et un degré plus intérieur, qui n'est pas réellement l'intériorité. Et on fonctionne tous en fonction de cela, certains plus que d'autres. En réalité, 99,99 à l'infini de la population se définit par rapport à cela. Et le 0,001% qui reste, lui, ça ne veut pas dire qu'il ne se définit pas par rapport à cela. On vit tous avec cela, tous. Simplement, son rapport à cette infime minorité, c'est la température. Il sait ce que la température veut dire. Et il sait l'adapter et adapter sa vie en fonction de l'extériorité lointaine, on va dire, et une intériorité un peu plus proche. Il sait faire le ratio entre les deux. C'est ça qu'on appelle le point, l'axe du milieu. Une chose qui se situe entre les deux. On va prendre un autre exemple. Vous savez que les sirops de fruits que l'on mélange avec de l'eau sont tous faits à base d'essence de plante. Et l'essence de plante est transparente par nature. Elle n'a pas de couleur. Elle a simplement une odeur. Et encore. Elle a une odeur, mais quand on la dilue, même l'odeur finit par disparaître. Or, ce qui fait que l'on va reconnaître, par exemple, un sirop de menthe, ça va être sa couleur verte, idem pour un citron, sa couleur jaune. Si vous faites boire le même sirop de menthe, mais pas vert, blanche, à quelqu'un, sans lui dire que c'est de la menthe, il le boira sans faire attention. Si vous lui resservez 10 minutes après, le même sirop de menthe, mais cette fois-ci coloré en vert, il va dire « Ah, qu'est-ce que c'est bon cette menthe !» Pourtant, c'est la même chose qu'il a bu il y a quelques minutes. Parce qu'en ce qui concerne le goût, il n'y a pas que les papilles gustatives qui entrent en ligne de compte. Les papilles gustatives, ça rentre en ligne de compte en dernier. C'est le côté intérieur de la chose. On goûte avec tout ce qui nous entoure, y compris l'ambiance, y compris le lieu. Une salade de tomates mangée sous le soleil n'aura pas le même goût que la même tomate mangée sous la neige. Pourtant, c'est la même tomate. Comme la température. Plusieurs expériences ont été faites en ce sens et montrent que c'est réel. Qu'en réalité, tous nos sens participent. Et il y a une infime quantité de gens, bien que ça participe aussi, la chose qui les guide, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du plat, ou ici à l'intérieur de la boisson. C'est la même chose avec ce rapport des points voyelles. Il y a un rapport extérieur à la chose qui nous montre, un rapport plus intérieur à la chose, et il y a ce que la voyelle est, ce qu'elle nous enseigne par son nom, par sa forme, et bien évidemment, à partir de là, sa position par rapport au règlement ou dérèglement des éléments, équilibre ou déséquilibre.
ça fonctionne de la même manière. L'exemple que je vous ai pris, c'est un exemple avec lequel nous vivons toute l'année et quasiment tous les jours. Pourtant, on ne s'en rend pas compte. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre par rapport à cette extériorité et cette intériorité qui est plus proche. C'est le rapport entre le jour et la nuit. Le rapport entre le jour et la nuit. Et ce qui fait la jonction entre les deux, c'est ce qu'on appelle le coucher du soleil, ou le lever du soleil, ou le milieu de la nuit, quand la lune est au zénith. Dans tous les cas, si vous regardez l'horizon, encore plus lorsque vous vous trouvez face à la mer ou face à un grand champ, et que vous voyez le lever du soleil ou le coucher du soleil, la chose que vous regardez devant vous, c'est bien un point sur une droite. D'un côté, il se lève, d'un autre côté, il se couche. Et lorsque vous regardez la lune la nuit, à la moitié de la nuit, elle se trouve pile sur votre tête, un point au centre. Un horizon avec un point, c'est une droite avec un point. Au-dessus quand il se lève, en dessous quand il se couche. Si vous unissez les deux, vous obtiendrez deux droites et deux points. Deux droites et deux points. Vous pouvez dire que cela correspond à la lettre Aleph. La première lettre est la lettre qui montre l'équilibre, une barre et deux points. Vous pouvez dire, par une valeur de calcul, deux droites, deux horizons, c'est comme deux vaves, comme deux patards. La voyelle patard qui est une droite, donc comme 2 fois 6, puisque la lettre vave est censée montrer la route, et le patard ressemble à un vave, donc ça fait 12. Un point ressemble à un iode, ça fait 10. Ça fait donc 32. C'est ce qu'on appelle la voie du cœur. Et au milieu se trouve la moitié de la nuit, une lumière qui vient et qui éclaire. Donc, je vais vous laisser réfléchir avec ça. Vous savez, ce cours n'est pas long, mais ce n'est pas parce que les cours doivent être longs qu'ils sont forcément intéressants et forcément plus compliqués. Les choses n'ont pas à être compliquées. Les choses doivent être compréhensibles. On doit utiliser l'intellect à son minimum afin de pouvoir mettre les choses en pratique. Vous savez ce qui fait la différence entre un manuel et un intellectuel? En réalité, les deux utilisent la tête. Un manuel ne va pas se servir des mains s'il n'y a pas sa tête qui le guide. Simplement, pour le manuel, la tête n'est qu'un moyen pour faire descendre des choses dans ses mains, et on va dire aussi dans ses pieds, pour le guider dans ses actions. Pour l'intellectuel, la seule chose qui l'intéresse, c'est la chose qui vit dans sa tête, elle n'est pas réelle. Le manuel, lui, il cherche par tous les moyens à pouvoir vivre avec la chose. Donc pour lui, l'intellect est nécessaire, mais à son minimum, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était bon pour l'intellect. Il est là au minimum, juste au minimum. Parce qu'il y a un côté en lui qui est bon, il y a un côté en lui qui est négatif et qui nous permet de voir les choses positives et négatives. Parce que quand on fait les choses avec nos mains, on se rend compte de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Pour l'intellectuel, la chose se bloque dans sa tête. Il n'y a pas d'action. Donc, comme il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réalité de vie. Et comme il n'y a pas de réalité de vie, donc il n'est pas lié à l'arbre de vie. Donc je vous laisse réfléchir à cela, à ce rapport entre entre extériorité et intériorité plus proche, et à ce point réellement intérieur qui est la chose, et qui peut paraître parfois fraîche, parfois chaude, alors que c'est bien la même chose. Tout dépend des éléments qui nous entourent à un certain moment. Avec ce qui vient d'être dit, vous pouvez retourner dans ce que le Zohar a dit, dans les Tikkuné HaZohar on dit, dans ce que l'on a expliqué dans Shir HaNedida, le chant de la migration. Et à ce moment-là, vous lirez les choses d'une autre manière. Bonne réflexion à tous.